Ah, Rio. Son Christ rédempteur, son pain de sucre, ses plages légendaires. Et depuis quelques mois... ces manifestations, à répétition. Une fois de plus, nous occupons la rue contre Bolsonaro et toute sa politique. Chaque semaine ou presque, en plein cœur de Rio, la place Candelaria est le point de rendez-vous des cariocas en colère. En l'espace d'un an, Bolsonaro a réussi à se mettre énormément de monde à dos. La communauté LGBT, les communautés indigènes, les organisations féministes. Et ce soir, ce sont les étudiants qui sont dans la rue. Il y a écrit quoi là? Éducation oui, Bolsonaro non. Vous pensez que la politique du gouvernement menace votre futur? Oui, bien sûr. Sa politique, c'est juste des mesures pour faire beaucoup d'économies dans le budget de l'éducation. C'est un grand démantèlement. Les jeunes sont dans la rue pour défendre l'éducation, mais pas seulement. C'est toute la politique du gouvernement qu'ils dénoncent. Et leurs mots sont durs. Pourquoi est-ce que c'est important d'être ici aujourd'hui? C'est très important d'être ici parce que le Brésil vit une période où le néofascisme est en pleine progression. Vous dites néofasciste, ce sont des paroles très fortes. C'est ce que vous pensez de la politique actuelle? Oui, je sais que Bolsonaro a l'air stupide pour la plupart des gens, mais c'est un nouveau type de fascisme qui se façonne. Il ne va pas frapper à ta porte en brandissant une pancarte où c'est marqué « Je suis fasciste ». C'est plus subtil. Ça représente quoi ça? Ce sont des cercueils pour symboliser la mort du gouvernement actuel, un gouvernement LGBT-phobique, un gouvernement raciste, un gouvernement fasciste, un gouvernement qui gouverne seulement pour les plus riches. Une jeunesse en colère avec un message clair. Le Brésil version Bolsonaro, ils n'en veulent pas. Les pancartes qui sont juste ici représentent assez bien les différentes raisons pour lesquelles la jeunesse brésilienne est aujourd'hui dans la rue. La lutte pour la santé, la lutte pour l'Amazonie, la lutte contre les violences policières, la lutte contre les réformes et la lutte pour l'emploi. La mobilisation populaire dans l'histoire du monde a déjà prouvé que lorsqu'on s'organise, on gagne nos batailles. Nous sommes là pour défendre nos droits et ceux du peuple. On va rien lâcher. Bolsonaro est de plus en plus contesté. En 6 mois, les mécontents sont passés de 28% à 53%. Une hausse de 90%. Du jamais vu pour un président brésilien en début de mandat. Il y a un an, le 28 octobre 2018, il obtenait plus de 55% des voix. Pour la première fois, à la tête du Brésil, un président d'extrême droite. Et pour résumer ses idées, il suffit de l'écouter. Pour moi, tout crime prémédité mérite la peine de mort. Favorable à la peine de mort, c'est aussi un habitué des dérapages misogynes et homophobes. 99% des parents préfèrent que leur fils se casse le bras au foot plutôt que de le voir jouer à la poupée. Donc c'est moi le violeur? Oui, oui. En tout cas, vous méritez même pas d'être violé. Dans son viseur donc, les femmes, les homosexuels, mais pas seulement. Si votre fils tombait amoureux d'une femme noire, que feriez-vous? Je ne discuterai pas de mixité avec qui que ce soit. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Mes enfants sont bien éduqués. Ils n'habitent pas dans les mêmes endroits que vous. Autre dérapage remarqué, ces moqueries sur le physique de Brigitte Macron. Fin août, le président brésilien commente une publication Facebook comparant sa femme à celle du président français. Une comparaison entre Michel Bolsonaro et Brigitte Macron. Le président a répondu « N'humilie pas le type, mort de rire ». N'humilie pas le type, accompagné d'un mort de rire. Cet été, alors que le monde entier a les yeux rivés sur l'Amazonie en flammes et critique ses positions climato-sceptiques, Bolsonaro minimise et donne sa solution pour sauver la planète. Il suffit de manger un peu moins. Vous me parlez de pollution environnementale? Il suffit de faire caca un jour sur deux, ça sera mieux pour tout le monde. Ancien militaire, nostalgique de la dictature, Bolsonaro assume un populisme sans complexe. L'erreur de la dictature a été de torturer sans tuer. Un an après son élection, nous avons voulu savoir comment ce Trump tropical change le quotidien des Brésiliens. Le Brésil au-dessus de tout, Dieu au-dessus de tous.
Pour rencontrer ceux qui l'ont élu, les pro-Bolso, nous sommes allés dans le quartier de Rio où habitait le président. Une enclave pour riches, en bord de plage, Barra des Tijuca. Vous avez voté pour qui? Pour qui j'ai voté? Bolsonaro. J'ai voté pour Bolsonaro. J'ai voté pour que nous ayons le président le plus nationaliste et patriote. C'est vous ça? Oui, c'est moi. Avec Bolsonaro. Avec Bolsonaro. Barra des Tijuca, c'est le fief d'adoption du nouveau président. Ici, 70% des électeurs ont voté pour lui. Le président avait même ses habitudes dans cette petite buvette en bord de plage. Bonjour, ça va? Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Comme le président. Ah, alors ça sera de l'eau de coco. C'est ce que prend Bolsonaro. À chaque fois. Pendant sa campagne, il venait toujours dans mon kiosque. Il vit ici, c'est un voisin. Il venait toutes les après-midi. Regarde la photo. J'ai voté pour lui. J'ai 12 frères et sœurs et on a tous voté pour lui. Il est amoureux du Brésil. Il va faire beaucoup de bien au pays. Côté clientèle, même son de cloche. Une question, qui a voté Bolsonaro? Tout le monde. Il est pour le peuple brésilien. Il veut des changements et dit ce que les gens veulent. Une popularité que rien ne semble pouvoir entamer, même quand nous leur rappelons certaines déclarations fracassantes de leur président. Je serais incapable d'aimer un fils homosexuel, je préférais qu'il meure dans un accident de voiture. C'est les médias. Fake news. Fake news. Sur l'écologie, il a quand même dit, pour la préservation de l'environnement, il faut manger moins et faire caca un jour sur 2. Mais non, c'était une blague. C'était une blague. Bolsonaro, il parle beaucoup. Pour eux, malgré ses frasques, Bolsonaro serait la solution aux difficultés du pays. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au Brésil. J'espère qu'il va améliorer ça. La corruption, la pauvreté, l'insécurité. Faut que ça change. La sécurité, c'est un sujet très important ici. Oui, il y a beaucoup de voleurs, d'attaques, plein d'armes à feu. L'insécurité, l'une des préoccupations majeures des Brésiliens. Bolsonaro en avait fait son principal thème de campagne. Au Brésil, plus de 45 000 personnes sont tuées tous les ans par arme à feu. C'est 3 fois plus qu'aux États-Unis. Alors le président a décidé d'employer la manière forte, en accordant une sorte de permis de tuer aux policiers. Moi, je veux une police qui tire pour tuer. Conséquence, les forces de l'ordre ont la gâchette de plus en plus facile. À Rio, depuis le début de l'année, les fusillades impliquant des policiers ont augmenté de 18%, pour un total de 1402 victimes, les pires statistiques depuis 20 ans. Ces fusillades meurtrières se déroulent le plus souvent dans les quartiers populaires, les favelas. Il y en a plus de 750 à Rio. Babylonia est loin d'être la plus dangereuse, pourtant ici le moins qu'on puisse dire, c'est que la police a mauvaise presse. Je peux? Ouais, allez-y. C'est quoi les relations que vous avez ici avec la police? Mauvaise, très mauvaise. Ils n'ont aucun respect pour nous. Ils tirent partout, ils s'en fichent. Qu'on soit des pères de famille ou pas, ils s'en fichent. Ça, ce sont des impacts de balles. Il y a des familles qui habitent ici. C'est la police qui a fait ça. Des habitants pris entre deux feux quand policiers et trafiquants s'affrontent. Un peu plus loin, nous rencontrons justement l'un des dealers du quartier. Bon dia. Bonjour. Bonjour. Ça va. Je suis le gérant du point de vente. Mon rôle, c'est de surveiller la favela pour que les policiers n'y entrent pas, d'approvisionner le point de vente en drogue et d'aider les habitants. C'est ça que je fais. Je vois que vous êtes armé. Oui, je suis armé.
C'est un pistolet pour défendre la favela, si jamais la police intervient ici. C'est violent, la vie ici, à l'intérieur de la favela? Non, c'est la police qui crée la violence. Si elle n'était pas là, on serait tranquille. On n'aurait même pas d'armes sur nous. Est-ce qu'il y a plus d'opérations policières depuis l'élection? Oui, Bolsonaro est très dangereux. Quand la police vient, nous on se cache. Et dès que les policiers s'approchent, on essaye de fuir. Mais leur but, c'est de nous tuer. Nous, on cherche à éviter les échanges de coups de feu. Mais dès qu'ils entrent dans la favela, ça ne peut pas se passer autrement. Un discours anti-police prévisible dans la bouche d'un trafiquant. Mais ici, la grande majorité des habitants sont sur la même longueur d'onde. Tout bon? Comment ça se passe quand la police vient ici, quand il y a une intervention? Elle tire immédiatement. Moi, par exemple, je n'ai pas d'antécédent avec la police. Mais ça m'est arrivé que j'ouvre la porte de ma maison et que la police me menace avec un fusil. On ne peut pas aller à la boulangerie acheter du pain parce que parfois, à 3 ou 4 heures de l'après-midi, il peut y avoir des échanges de coups de feu. Vous pensez quoi, vous, de Jair Bolsonaro? Il est la violence incarnée. Je ne pense pas qu'on puisse en finir avec la violence par la violence. C'est grâce à l'école, à la culture, à tout ce qui développe l'éducation qu'on pourra changer les choses. En attendant, chaque semaine à Rio, les fusillades font de nouvelles victimes innocentes. Les bavures policières se multiplient. C'est lui. C'est lui là, avec son t-shirt. C'était un bon joueur? Oui, il jouait très bien. C'est cette vie-là qu'il voulait mener. Jouer. Il nous manque. Le 12 août dernier, Diogo, 16 ans, a été tué par la police. Passionné de football, le lycéen devait passer des tests quelques jours plus tard dans un grand club brésilien. Un jeune sans histoire, élevé par ses grands-parents. Qu'est-il arrivé exactement à votre petit-fils? Il allait juste à l'entraînement de foot avec son sac à dos. Et un policier lui a tiré dessus intentionnellement. Ce n'était pas une balle perdue. J'ai dit au policier, « Tu as tué mon petit-fils ». Il m'a dit, « Ton petit-fils est un trafiquant ». Je lui ai répondu, « Ce n'est pas un trafiquant, c'est un joueur de foot de l'América. Il allait s'entraîner. » J'ai essayé de le sauver, mais quand on est arrivé à l'hôpital, il était déjà mort. Votre petit-fils, il n'avait jamais appartenu à une bande, il n'avait pas de casier judiciaire? Non, non, mon petit-fils n'a jamais été lié à quoi que ce soit. Diogo n'avait jamais rien fait de mal. Dans son sac à dos, Diogo n'avait ni drogue, ni armes. Juste ses crampons de foot. Ici, on est dans la chambre de Diogo. Il dormait ici. Ça, ce sont des souvenirs qu'on a de lui. C'est trop difficile. C'était un gamin de 16 ans. Il avait la vie devant lui, un avenir et des rêves. Elle est là. Sa drogue sur son t-shirt. Ses crampons. Le football. C'était sa drogue dure. Le policier qui l'a tué a dit que c'était un trafiquant. Mais sa drogue, c'était ses crampons et jouer au foot. Ce qu'il aimait faire le plus au monde. Une bavure qui a changé leur vie à jamais. Pourtant, face à la violence dans leur quartier, eux aussi ont été séduits par le discours autoritaire de Bolsonaro. Vous avez voté Bolsonaro? Oui, j'ai voté pour Bolsonaro. J'ai voté pour lui parce que je voulais un changement. Les Brésiliens voulaient un changement. Je ne suis pas politicien, mais je lui fais confiance. Ça pourrait paraître presque paradoxal après ce que vous avez vécu, que vous continuiez de soutenir ce gouvernement. Ils avaient dit qu'ils tueraient ceux qui portent des fusils, mais pas ceux qui ont des chaussures de foot. Malheureusement, parfois ça tourne mal. Il existe des policiers corrompus ou mal formés. Retour dans cette favela de Rio, où le 12 août dernier, Diogo, un jeune footballeur de 16 ans, a été tué, victime d'une bavure policière. Sur le terrain de foot où il s'entraînait, nous retrouvons ses amis. Pour eux, comme pour leur entraîneur, la responsabilité de la police, du gouvernement, est évidente. Allez plus vite là, il va te prendre la balle. C'est bien. C'est vraiment lamentable ce qui s'est passé. Les interventions militaires dans les favelas sont faites de la mauvaise manière.
Diogo a été exécuté alors qu'il allait juste à son entraînement. Je pense qu'on peut le dire, il a été exécuté. Ce jour-là, c'était le tour de Diogo, mais demain, ça pourrait être moi ou un autre. Les policiers sont dangereux, ils ne respectent pas les habitants. Difficile de vivre normalement dans des quartiers où les fusillades rythment le quotidien des plus jeunes. Alors dans cette autre favela du nord de Rio, à défaut de pouvoir mettre un terme à la violence, on propose aux enfants de s'évader. Entre, mets vite tes chaussons. Maman! Le temps d'une danse. Viens ici, je vais te les mettre. 3 fois par semaine, ces ballerines âgées de 4 à 16 ans enfilent chaussons et tutus pour leur cours de ballet. Regardez devant les filles, derrière, fermez, première. La prof, Tuani, a créé cette école il y a 7 ans. Ancienne danseuse, elle enseigne gratuitement aux enfants du quartier. C'est très difficile pour une fille noire, pauvre, issue du ghetto, d'accéder au ballet classique, qui est un art d'élite. On ne leur donne pas cette chance. L'État ne leur donne aucun moyen, alors nous on le fait. Mais l'idée principale du projet n'est pas de former des danseuses, c'est de former les filles à la vie, qu'elles sachent qu'elles existent pour la société. Depuis 2 mois, les cours se déroulent enfin à l'abri. Jusqu'à présent, les ballerines dansaient sur cet ancien terrain de basket, trop ouvert, trop exposé, et donc devenu trop risqué. Nous étions au milieu des tirs entre les trafiquants et les policiers. C'était très dangereux, il n'y avait rien qui nous protégeait. Quelques jours seulement avant notre visite, non loin de l'école de danse, une nouvelle bavure policière. Cette fois-ci, c'est une petite fille de 8 ans, Agatha, qui a été abattue par erreur par la police. Résultat, quand on s'assoit pour discuter avec les plus jeunes élèves, ce n'est pas de danse qu'elle nous parle, mais de fusillade. Presque tous les jours, il y a la police dans la rue et il y a les bandits. Souvent, on n'a pas cours de ballet à cause de ça. Ces opérations, elles sont dangereuses? Oui. Parce que c'est tir contre tir. À 2 rues d'ici, il y a une maison avec plein d'impacts de balles. C'est la maison de mon père et de mon grand-père. Il y a déjà 2 enfants qui ont été touchés. L'autre jour, c'est Agatha qui est morte. Elle était dans une voiture. Elle avait 7 ans, je crois. 8 ans. Il n'y avait même pas d'échange de tir. C'était juste la police. Elle a été touchée dans le dos. Oui, la balle est passée sous son siège. Et c'est tout le temps comme ça? Oui, c'est toujours comme ça. C'est dur pour vous, non? Oui, ça me fait un peu peur parce que je vis juste à côté de l'endroit où ça s'est passé. Ça nous paraît à nous assez fou d'entendre des filles aussi jeunes nous parler de la violence, nous parler de la police, nous parler des trafiquants. Oui, c'est très difficile d'avoir des petites filles qui ont déjà conscience de cette triste réalité. Malheureusement, ici, nous grandissons en côtoyant tout ça. Donc nous devons mûrir très tôt avec ce qui arrive autour de nous. Vous pensez quoi, vous, de Jair Bolsonaro? Tu sais, on va être de plus en plus perçus comme des cibles, alors que nous ne sommes pas des menaces. Pourquoi nous regarder comme ça? Pourquoi, alors que nous sommes sur le terrain de basket, des policiers passent en pointant leurs fusils sur des petites filles en train de danser? Quelle menace sommes-nous pour l'État? Avec ce nouveau gouvernement, le pays va changer, mais en pire. Le gouvernement, lui, préfère insister sur ses résultats. Selon les chiffres officiels, la criminalité est en baisse depuis le début de l'année. Moins 22% par exemple pour les homicides. Mais à quel prix? Pour y répondre, direction la base de la COR, une unité d'élite de 340 policiers qui intervient dans les quartiers populaires. C'est le capitaine Sayon qui nous accueille. Bonjour, soyez le bienvenu. C'est votre équipement personnel, tout ça? Oui, c'est mon équipement personnel. Ça, c'est le gilet pare-balles. Ça, c'est un fusil d'assaut M16, calibre 55 mm. C'est celui que j'utilise dans les favelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chargeurs. Oui, 6 chargeurs. Pour nous, c'est étonnant de voir tout cet équipement. C'est un équipement qui, chez nous, est réservé souvent aux militaires. La vérité, c'est qu'on affronte des criminels qui utilisent ces mêmes armes de guerre.
Ils possèdent des fusils d'assaut, donc la police doit se procurer les mêmes. Il y a des polémiques qui entourent ces opérations. Beaucoup les accusent d'être beaucoup trop violentes. Écoutez, à partir du moment où nous sommes attaqués avec des munitions puissantes, des grenades, des salves de tir, la police doit répondre avec des moyens proportionnés pour ne pas qu'on soit blessé. Les policiers interviennent aussi par hélicoptère. La nouveauté, c'est que désormais ils embarquent des snipers avec eux. Une stratégie digne des terrains de guerre, voulue par le gouverneur de Rio, fidèle soutien de Bolsonaro pendant la campagne. L'opération commence aujourd'hui. Le chaos, c'est fini. Nous allons mettre de l'ordre dans la maison. Les victimes de ces tireurs d'élite se comptent déjà par dizaines. Une tactique et un bilan parfaitement assumé par la police. Bolsonaro, ancien capitaine d'artillerie, n'a jamais caché sa passion pour les armes à feu. Pour répondre au sentiment d'insécurité des Brésiliens, le président s'est engagé à faciliter l'obtention du port d'armes. Pour assurer le droit des Brésiliens à la légitime défense, je vais utiliser cette arme. En signant ce décret 15 jours seulement après son investiture, Bolsonaro veut changer la législation sur les armes à feu. Chaque Brésilien sans casier judiciaire pourrait posséder jusqu'à 4 armes et 5000 munitions. Un décret finalement rejeté par le Sénat, mais Bolso n'a pas dit son dernier mot. Alors dans les favelas, on s'organise pour lutter contre les clichés brandis par le président. Le quartier Morro da Mineira est considéré comme l'un des plus compliqués de Rio. Et c'est justement cet amalgame entre bandits et jeunes de quartier que combattent Mister Band et ses potes, le tout sans armes. Bonjour. Ça va, oui. Tous ont grandi ici, avec les beaux quartiers à l'horizon. Là-bas, c'est la zone sud Ipanema. Par là-bas, c'est la zone nord. Et le sentiment d'avoir été oublié. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la vie à l'intérieur de la favela? La vie ici dans la favela, c'est très compliqué. On est totalement oublié par le système. Il n'y a pas de tout à l'égout. On n'a pas de structure scolaire pour les enfants. On n'a pas de projet social pour développer l'esprit des jeunes. Vous avez l'impression que le gouvernement a abandonné les favelas? Oui, c'est certain. Ils nous ont totalement abandonnés. Ici, les propos de Bolsonaro sur le port d'armes, les bons citoyens contre les bandits, forcément ça énerve, mais ça inspire. Querem nos armar sem estrutura alguma. É o que eles querem, é ver mais sangue pelas ruas. Mas a verdade aqui é bem mais nua e crua. Só vão armar os ricos e morrer pobre nas ruas. Não pense você que vai ser favorecido. Pobre negro aqui vão ser taxado de inimigo. Mister Band est rappeur et depuis l'élection de Bolsonaro, il organise des concours de hip-hop dans son quartier. Ici, la seule arme utilisée contre le nouveau gouvernement, c'est la parole. Ces concours sont très importants pour repêcher les jeunes de la communauté. Nous leur donnons la liberté de pouvoir s'exprimer de manière culturelle. Le rap permet ça, alors que le système et le gouvernement ne leur donnent pas les moyens de le faire. Ici, on résiste en musique. Pourtant, dans certains quartiers populaires, c'est Bolsonaro qui est arrivé en tête des élections. Un tour de force pour le candidat d'extrême droite, rendu possible grâce au soutien de la nouvelle force politique du Brésil, les églises évangéliques. Toda questão interna da sua vida vai receber milagre de Deus essa manhã. Dans le pays le plus catholique du monde, ce sont les évangéliques qui font désormais l'élection. Leur vote est déterminant. En 1980, ils ne représentaient que 6% de la population. Aujourd'hui, 30%. Et d'ici à 2030, ils devraient dépasser les 40%, soit autant que les catholiques. Très présents en périphérie des villes et dans les régions délaissées, ils possèdent aussi la deuxième chaîne de télé brésilienne, Record TV.
Jair Bolsonaro annonce qu'il va s'entretenir avec son homologue argentin. Les avocats démentent tout lien de la famille Bolsonaro dans l'affaire Queiroz. Des millions de téléspectateurs suivent chaque soir leur feuilleton religieux. A vida de Jesus, como você nunca viu. Et la version évangélique de The Voice. À la Chambre des députés, 20% des élus sont désormais évangéliques. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est vérité. Une communauté religieuse devenue faiseuse de roi dans la politique brésilienne. Et l'an dernier, c'est Bolsonaro qu'ils ont choisi de soutenir. Un catholique stratège qui est allé jusqu'à se faire baptiser symboliquement par un pasteur pour séduire les évangéliques. Dans la banlieue de Sao Paulo, nous avons rencontré l'un de ses influents prêcheurs. Ce jour-là, il officie dans cette petite église d'un quartier populaire. Il s'appelle João Vitorota. Non, vous ne rêvez pas. Il n'a que 10 ans et ici c'est lui qui délivre la parole de Dieu. Livre des apôtres, chapitre 8. Répétez après moi. Un jeune. Répétez après moi. Un jeune. Appelé Saul. Malgré son jeune âge, João est déjà un vétéran. Il prêche depuis l'âge de 5 ans à travers tout le Brésil. Et l'énergie qu'il met dans chacun de ses sermons est impressionnante. Après 2 heures de transe, retour au calme et présentation. Boa noite. Bonsoir. Tudo bom? Ça va? Ça va. Impressionnant. C'est impressionnant. Merci. C'est assez impressionnant de te voir prêcher comme ça. Tu fais ça combien de fois par semaine? Ici, 3 fois. Le mercredi, vendredi et dimanche. On dit de toi que t'es le plus jeune prêcheur du Brésil. Qu'est-ce que t'en penses? C'est l'Esprit Saint qui est descendu sur moi et qui m'a convoqué sur ce grand chemin qui n'a pas de fin. Tu parles beaucoup de Bolsonaro sur Instagram. Tu peux me montrer? Oui. Là, j'ai écrit « Personne ne peut défaire ce que Dieu a fait ». On prophétise, on donne notre force au président et on dit que si Dieu l'a porté, personne ne pourra le faire tomber. Qu'est-ce qui te plaît tant chez Bolsonaro? C'est un président qui dit la vérité. Et pour moi, l'homme de vérité ne ment pas. Il dit qu'il va en finir avec la corruption. Il est en faveur de la famille. C'est une valeur très importante pour lui. Les pasteurs sont derrière lui. Il y a maintenant un espace pour Dieu. Et avec cette brèche, même petite, Dieu va pouvoir rentrer dans la vie des gens. Je pense que c'est un président qui va pouvoir changer le Brésil. La forêt amazonienne est en train d'être consumée par le feu. Au Brésil, la forêt amazonienne est en flammes. Voilà donc l'Amazonie en flammes. L'Amazonie dévorée par les flammes cet été, c'est le poumon de la planète qui s'étouffe et le monde entier qui s'inquiète. C'est le poumon du monde? Le poumon du monde, en effet. Hashtag Pray for Amazonia. Jair Bolsonaro minimise la catastrophe, quitte à nier l'évidence. Notre forêt tropicale, l'Amazonie, est plus grande que toute l'Europe occidentale. Elle est quasiment intacte. Cela montre bien que nous sommes l'un des pays qui protège le mieux l'environnement. Un bel exercice de mauvaise foi devant l'ONU. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son élection, la déforestation de l'Amazonie a atteint des records. Plus 278% par rapport à l'été dernier pour le seul mois de juillet. Alors pour sa défense,
le président brésilien sort la carte du complot. En ce qui concerne les incendies en Amazonie, il pourrait s'agir d'actions criminelles des ONG pour attirer l'attention contre ma personne et contre le Brésil. Bolsonaro n'a jamais caché ses ambitions pour l'Amazonie, une source de richesse inépuisable à ses yeux qu'il compte bien exploiter sans rendre de compte à personne. Notre Amazonie, la région la plus riche de la planète Terre, en alliant son développement avec la préservation environnementale, nous allons en faire plus que le cœur du Brésil, l'âme économique de notre Brésil. Nous avons voulu savoir à quoi ressemble l'Amazonie rêvée par Bolsonaro. Direction l'un des États brésiliens les plus touchés par la déforestation, le Mato Grosso. Pour avoir une idée concrète des conséquences de la déforestation, ici c'est pas compliqué, il suffit de regarder par la fenêtre. Tout ce que vous voyez là, ça a été brûlé pour faire place aux cultures de soja. Ici en 30 ans, 144 000 km² de forêt sont partis en fumée. 80% de la déforestation en Amazonie serait due à l'élevage de bœufs et à la culture du soja. Une semence devenue synonyme de catastrophe écologique. Destinée à nourrir tous les animaux d'élevage, bovins, porcs, poulets, saumons. Avec l'huile de palme, c'est la culture qui contribue le plus à la déforestation partout dans le monde. Et niveau soja, le Brésil détient tous les records. Avec 123 millions de tonnes par an, il est en passe de devenir le premier producteur mondial, devant les États-Unis. C'est aussi le premier pays exportateur. Son principal marché, la Chine. La France, grande consommatrice de soja brésilien, occupe la 8e place du classement. On dit du soja souvent que c'est l'or vert du Brésil. Et quand on est ici dans le Mato Grosso, on comprend pourquoi. On ne croise sur les routes que des camions remplis de soja. Comme à l'époque du Far West, on accourt de tout le pays à l'assaut de ces nouveaux territoires. Ici, deux visions du Brésil s'affrontent. Deux camps que nous avons rencontrés et que tout oppose. D'un côté, les producteurs agricoles, lancés dans une course à la culture intensive. De l'autre, les communautés indigènes, de plus en plus menacées. La préservation aujourd'hui, ça ne nous rapporte rien. J'imagine que je vise l'oreille de Bolsonaro. Il est où le poisson? Regardez comme c'est beau. Ce n'est que du soja. Oui. Regardez, ils sont en train d'élargir la route. C'est ce que je vous disais. Vous faites quoi là? On élargit le passage. Ils agrandissent la route. Pourquoi? C'est pour mieux transporter le soja. En attendant une meilleure route, rien n'arrête les camions. Il y a quoi là-dedans? Du soja, du maïs? Ces camions transportent de l'engrais. Tout ça, ça va servir à planter le soja. Ils vont là où nous allons. Il y a un entrepôt de stockage de semences là-bas. Odir nous emmène chez l'un des gros producteurs de soja de Santiago do Norte. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous me faites visiter? Oui. À 37 ans, Thiago Fabrice est issu d'une longue lignée de fermiers. Son grand-père était agriculteur, son père aussi. Son exploitation dépasse les 20 000 hectares, soit 2 fois Paris. Chaque année, il produit près de 15 000 tonnes de soja, la semence qui lui rapporte le plus. Elle sert à quoi la machine là? On a déjà mis de l'engrais sur tout le champ. Et maintenant, on plante les semences de soja. Tiens, vous voyez là? Ce sont les semences. C'est donc ça, les graines de soja. On dit que c'est l'or vert du Brésil. Sans aucun doute. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, à partir du soja, on produit des aliments pour le bétail, ainsi que l'huile de soja. On crée aussi de l'emploi pour beaucoup de familles. Aujourd'hui, ce qui maintient le Brésil debout, c'est la production de soja. Pour lui comme pour Bolsonaro, rien ne doit ralentir la production, et certainement pas des préoccupations écologiques. Aujourd'hui, l'économie repose essentiellement sur le secteur agroalimentaire, mais il est étouffé par des questions environnementales qui n'aident ni le développement économique, ni la préservation de l'environnement. Les agriculteurs comme Thiago ont bien compris le message. Dans la bataille qui les oppose aux écologistes, Bolsonaro a choisi son camp, le leur. Pour vous, c'est quoi le plus important? Le soja ou la forêt?
Pour moi, le soja. Autrement dit, l'économie est plus importante que l'environnement. Bien sûr. Pourquoi? La préservation, aujourd'hui, ça nous rapporte rien. On est tenu par la loi d'avoir des zones protégées. Et qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Rien. Moi, je place toujours la faim dans le monde au-dessus de tout. Et la préservation, ça ne nourrit personne. Un discours totalement raccord avec celui du président. Et pour booster la productivité, Thiago a un secret, sa grange à pesticides. Dans son hangar, on trouve de tout, herbicides, fongicides, insecticides, en très grande quantité. Vous utilisez beaucoup de pesticides, beaucoup de produits chimiques? Oui, énormément. Par exemple, en moyenne, on épand par hectare 200 à 300 kilos d'engrais chimiques. Et Bolsonaro n'est pas prêt d'inverser la tendance. Il vient de légaliser plus de 250 nouveaux pesticides. Un tiers d'entre eux sont interdits dans l'Union européenne, mais désormais ici, ils sont autorisés. Écoute, s'il les a autorisés, il ne l'a pas fait juste comme ça. Il a été conseillé par des commissions, il s'est appuyé sur des chercheurs, des études. Moi, je pense qu'il a pris cette décision en connaissance de cause. Et je fais aussi confiance à l'entreprise qui lance ses produits sur le marché. Il y a des recommandations techniques, on t'explique comment l'appliquer, c'est légal. Après, si t'en avales, ça va te tuer. Mais personne n'est assez fou pour le faire. Thiago Fabrice nous l'assure, son personnel respecte à la lettre les recommandations d'usage. Selon lui, aucun risque pour ses ouvriers, aucun risque pour la nature non plus. Quand on voit comment ses employés pulvérisent du glyphosate aux abords de zones dites protégées, on se permet quand même d'en douter. Agrandir les routes pour augmenter le trafic des camions, utiliser tous les pesticides possibles pour augmenter les rendements. Un bon résumé de la politique agricole de Bolsonaro. Productivité au maximum, peu importe les dégâts environnementaux. L'exploitation de notre fazendero en est l'illustration parfaite. Ici, chaque jour, une dizaine de poids lourds viennent charger du maïs et du soja. Et quand on voit l'entrepôt de Thiago Fabrice, il y a de quoi avoir le vertige. Wow. C'est quoi tout ça? Du soja. Il y a combien de tonnes? Environ 30 000 tonnes. En Europe, des voix s'élèvent contre ces cultures nourries aux pesticides, très gourmandes en eau et en partie responsables de la déforestation. Un appel au boycott des produits brésiliens a même été lancé. Si la France, si l'Europe déclarent ne plus vouloir acheter de soja brésilien, est-ce que vous changerez votre façon de produire? La France nous critique, mais elle achète notre soja. Et si elle ne le prenait pas ici au Brésil, à qui l'achèterait-elle? Elle en produit du soja, la France? Où est-ce que la France va trouver le produit que Macron veut? Pour vous, il y a une part d'hypocrisie? Eh oui, bien sûr. On critique alors qu'on l'achète? Évidemment.